Un blessé se levait devant la meute grise. Son front ensanglanté ruisselait d'un sang noir. Mais sans s'émouvoir, il commençait le feu, puis lançait dans la brise cet appel. Debout les morts! Les mourants, unissant leurs suprêmes efforts, répondaient à sa voix frémissante. Le cri surhumain avait galvanisé la troupe agonisante. Pour vaincre encore, les morts avaient ressuscité. Après la défaite de 1871 face à la Prusse et la perte de l'Alsace-Moselle, la France décide la mise en place d'un système de places fortes sur ses frontières. Lille, Maubeuge, Verdun, Toul, Épinal et Belfort sont entourés d'une ceinture de forts séparés de plusieurs kilomètres et qui s'appuient mutuellement. Ces forts polygonaux sont en béton armé, recouverts d'une épaisse couche de terre. Un large fossé les entoure, des casemates blindées abritent des canons et des mitrailleuses, une caserne profondément enterrée sert d'abri au bombardement. Tous les organes du fort sont reliés par des tunnels. Fin mai 1916, le fort de Vaux, situé à l'extrémité est du front de Verdun, devient le principal objectif des Allemands. Le Kronprinz, fils de l'empereur Guillaume II, qui dirige l'attaque, a besoin d'une victoire de prestige. Ses troupes s'enlisent depuis 3 mois à Verdun, incapables de percer le front français. La prise de ce fort stratégique doit redonner espoir à l'opinion publique. Rapidement, l'artillerie allemande est redéployée pour bombarder massivement le fort. Celui-ci est placé sous l'autorité du commandant Sylvain Raynal, 49 ans. Blessé à plusieurs reprises, cet officier de carrière s'est porté volontaire au commandement de forteresse car il marche avec difficulté. À l'intérieur du fort, il dispose de 500 hommes, fantassins, mitrailleurs et sapeurs, 4 pigeons voyageurs et une citerne d'eau de 5000 litres. Le 1er juin, la préparation d'artillerie allemande débute. Ce sont près de 8000 obus qui tombent quotidiennement sur l'ouvrage. Grâce à une supériorité de 3 contre 1, l'infanterie allemande enfonce les lignes françaises en avant du fort. Les troupes du Kronprinz attaquent à l'est et à l'ouest, cherchant à le prendre en étau. Le 2 juin, les troupes françaises passées en avant du fort sont anéanties et le fort est encerclé. Immédiatement, les Allemands s'attaquent aux ouvrages du fort qui défendent le fossé, appelés les coffres. Ils parviennent à s'introduire dans l'un d'eux à l'aide de lance-flammes et d'explosifs. Mais une fois parvenus dans un des couloirs, ils doivent faire face à des barrages en béton ou en sacs de sable, derrière lesquels les Français se retranchent. Des combats furieux s'engagent, les défenseurs se battent pied à pied jusqu'à une lourde porte en fer qui résiste aux explosifs. Le 3 juin, Raynal envoie un de ses pigeons voyageurs vers les lignes françaises. Les pertes de l'ennemi sont effroyables, mais il reçoit sans cesse des renforts, des troupes fraîches qui escaladent le fort, travaillent sur le dessus et autour de l'ouvrage. Il occupe nos anciennes tranchées qu'il a armées de mitrailleuses. Il est même parvenu à en installer sur le dessus du fort. En raison du bombardement incessant, les lignes téléphoniques sont systématiquement coupées. On utilise donc le vieux système des pigeons voyageurs, toujours aussi efficace. À l'intérieur du fort, les combats font rage. Les Allemands font sauter les obstacles à l'aide d'explosifs, mais ils sont cueillis par le tir des mitrailleuses placées en prévision. Mais le 4 juin, la situation se dégrade pour les Français. Une contre-attaque pour libérer le fort échoue. Plus grave, un obus est parvenu à traverser la superstructure et en éclatant à l'intérieur, il a endommagé la citerne d'eau. Très vite, les hommes souffrent de la soif, d'autant que les Allemands tentent de les enfumer à travers les ouvertures.
Enfiévrés, les hommes ne demandaient qu'à boire et ne pouvaient goûter aux aliments. L'air était empoisonné par la fumée des gaz, de la poudre et de la poussière. La couche était telle que les lampes électriques n'arrivaient pas à percer sa profondeur à plus de 50 cm. Les hommes étaient si faibles qu'à chaque instant, plusieurs tombaient en syncope. Les blessés, nombreux, ne pouvaient être soignés, faute de médicaments. Raynal assiste impuissant à l'agonie de ces hommes. Il sait qu'il ne pourra plus tenir très longtemps. Il ne lui reste qu'un seul pigeon, baptisé Vaillant. Celui-ci est envoyé à travers une ouverture avec le message suivant. Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées, très dangereuse. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C'est notre dernier pigeon. 10 minutes plus tard, il rejoint le pigeonnier militaire de la citadelle de Verdun, mais asphyxié par les gaz, il expire. Il a accompli sa mission. Il recevra une bague d'honneur avec ces citations. Malgré des difficultés énormes résultant d'une intense fumée et d'émissions de gaz, a accompli la mission dont l'avait chargé le commandant Raynal. Unique moyen de communication de l'héroïque défenseur du fort de Vaux, a transmis les derniers renseignements qui aient été reçus de cet officier. Fortement intoxiqué, est arrivé mourant au Colombier. Le 5 juin, à 1h du matin, Raynal décide d'organiser une évasion. Sous la conduite du lieutenant Buffet, les blessés et les hommes non indispensables à la défense du fort parviennent à traverser les lignes allemandes. Informé de la situation, le commandant du fort de Tavannes informe Buffet qu'une nouvelle tentative pour délivrer le fort aura lieu. Celui-ci accepte de retourner vers la garnison pour prévenir Raynal. Dans le fort, les défenseurs sont à bout de force. Ils souffrent atrocement de la soif, de la poussière et de la chaleur. Raynal parvient à envoyer un signal optique vers l'arrière. Nous sommes arrivés à toute extrémité. Il faut que je sois dégagé ce soir et que du ravitaillement en eau me parvienne immédiatement. Je vais toucher au bout de mes forces. Les troupes, hommes et gradés, en toutes circonstances, ont fait leur devoir jusqu'au bout. À minuit, au prix des pires difficultés, le lieutenant Buffet, accompagné du sergent Frété, est parvenu à regagner le fort. Ému, Raynal les prend dans ses bras. Mais l'annonce d'une contre-offensive imminente ne le réconforte guère. Il n'a plus les moyens de tenir. À l'aube, l'attaque française est lancée. Mais avec seulement 2 bataillons, ses effectifs sont insuffisants et elle est finalement repoussée. Du fort, les assiégés, torturés par la soif, ont assisté impuissants à l'infortune des 2 bataillons venus les secourir. Dans les casemates, les hommes de Raynal sont à bout de force. Dans la nuit du 6 au 7 juin, le lieutenant Fargue vient parlementer avec l'ennemi vers la casemate sud-ouest de l'ouvrage. À 6h du matin, le lieutenant allemand Müller-Werner est introduit à l'intérieur auprès du commandant Raynal. Toutes les conditions étant acceptées et signées, il faut évacuer la place. Les Allemands présentent les armes, et puis, lentement, les défenseurs du fort de Vaux quittent l'ouvrage. Ils partent pour un long exil, sous le regard des soldats du 39e régiment d'infanterie prussien. Le commandant Raynal est conduit au Kronprinz en personne à son quartier général. Celui-ci le félicite pour sa résistance héroïque et dans un geste unique au cours de cette guerre, il offre les honneurs militaires à l'officier français, symbolisés par la remise de son épée.
La nouvelle de la résistance héroïque du fort de Vaux fait le tour du monde. Malgré ces captures, les Allemands n'en retirent aucun prestige.